Passons au WTC War Master GT. Juste avant de lire quand même, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, mais en tout cas le WTC a été suivi par la chaîne French Wargame Studio et Eevee a fait un taf monstrueux, en plus de l'investissement, que ce soit financier, énergétique, parce qu'il a vraiment donné de sa personne, aux intervenants aussi. Je pense notamment à LOL qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Franchement, à tous, que ce soit les personnes en périphérie qui ont aidé justement cette équipe de France, que ce soit les sélections, les peintres, je pense notamment parce que je passe régulièrement sur son stream matinal à Babel Ben, à Creative Charlie et aux nombreux peintres qui ont aidé l'équipe de France, franchement, bravo à tous. Je tire mon chapeau, j'ai pas plus de mots pour... Voilà, j'ai pas plus de mots. Allez, passons aux listes. Donc on a un showdown, hein, on a Jaime Paris. Donc j'aime bien l'appeler plutôt Jamie Paris. C'est plus simple pour moi. Mais voilà, ça se prononce bien Jaime Paris. Parce qu'il est espagnol, donc il fait ses études aux États-Unis, et c'est une personne adorable. Alors, donc, on va commencer par sa liste. Il joue en Léviathan, il a choisi l'Augmented Ferocity, et donc l'adaptation qu'il a changé, plutôt que d'avoir la reroll des Léviathans, il a changé pour avoir le +1 à la charge. Donc plutôt intéressant, surtout quand on va le voir, hein, mais il joue 2 gros packs de guerriers tyrannides. Pour ma part, à l'heure actuelle, bon, je joue pas tout à fait sa liste, même si elle y ressemble pas mal. Mais pour l'instant, je suis en train de tester, c'est l'intervention héroïque. Donc on verra. En tout cas, lui, il a choisi le +1 à la charge au lieu de la relance Léviathan. En Ocelot, on retrouve une unité de tir en garde avec les Bone Cleaver et les Bioknut. Une unité de 3 zoanthropes, il est sur un bataillon. En QG, on a un Broodlord tout seul. On a un Neurotrope avec le trait qui permet de buffer 2 fois, mais il joue pas le Barbillon de résonance. Il a un tyran ailé avec Direct Guidance, le +1 pour toucher, et l'Obliterax. Ensuite, on a 2 unités, donc on a 3 unités de tyrannides. Le guerrier tyrannide en troupe, une première de 9. Avec les glandes d'adrénaline, ils sont tous en dual bone sword, on en a 3 avec des canons venin et tout le reste en death-spitter. Ensuite on a une unité de 8 guerriers tyrannides, donc avec les glandes d'adrénaline, et ils sont tous en death-spitter et paire d'épédos. Et quant à la dernière unité de guerriers tyrannides, c'est une petite unité de 3 avec les death-spitter et les paires d'épédos. En élite on retrouve un lictor, 2 unités de 3 venom trop. Et enfin en volant, nous avons les 2 harpies, une qui est améliorée avec la munition vorace et la deuxième avec le synapse. Du côté du joueur Necron Liamaket, donc qui est un joueur australien de mémoire, il joue en Eternal Expansionniste. Donc il a un bataillon avec la Catacombe Commande Barge, le Voltaic Staff, il n'a pas mis de trait de seigneur de guerre. On a un Technomancer avec l'amélioration hyper matérielle Ablator, qui permet justement de fournir une espèce de couvert léger, donc un espèce de +1 à la sauvegarde des unités si l'adversaire tire à plus X pouces, je crois que c'est 12. Donc la Canoptech Cloak, il a le voile des ténèbres. Ensuite en troupe, on a 4 x 10 guerriers. En Ghost Reaper, en soutien, on a une unité de 6 Locust Destroyer plus un Locust Destroyer lourd dedans. On a une grosse unité de 7. En transport dédié, vu qu'on a les guerriers, on a 4 Ghost Arc. Et enfin en Ocelot, on a un Cryptotral. Et bien entendu, détachement suprême commande avec le Roi Silencieux. Ah, les arches fantômes, donc les Ghost Arc. C'est l'une des figurines les plus cauchemardesques à peindre de tout le jeu. Et qui a eu tendance à cacher à quel point ils sont bons. Elles sont durables pour leur prix, vous donnent une certaine mobilité dont les Nécrons pourraient manquer, ont une puissance de feu supérieure à celle à laquelle les adversaires s'attendent, surtout maintenant qu'elles sont corps et peuvent utiliser l'aura du Roi du Silence, et en tant qu'expansionniste éternel, elles vous donnent un moyen d'envoyer quelques objectifs sécurisés sur une position qui déposera des super objectifs sécurisés une fois tués. Parce que les guerriers du coup sont double P, qui permet justement de ninja, de vraiment faire une guerre au primaire. De plus, vous pouvez les faire exploser au milieu des lignes de l'adversaire avec Revenge of the Pharaon, la revanche des pharaons, ce qui est toujours grand et intelligent. Ajoutez quelques unités Nécrons puissantes comme une brique de destroyer pour des dégâts massifs, une barge de commandement objectif sécurisé pour renforcer le code de combat, et bien sûr le Roi du Silence. Et vous avez une combinaison assez puissante qui met l'adversaire sous une énorme pression de score très rapidement. En plus qu'avec les arches, son corps, donc peuvent faire des machines anciennes. Et ouvre beaucoup moins de surface d'attaque que les constructions Nécrons plus conventionnelles. La contrepartie est que vous n'avez pas accès à autant d'unités capables d'écarter vos adversaires d'un objectif en mêlée, et vous oblige à dépendre de la puissance de vos tirs pour faire le travail, ou simplement de votre capacité à les mettre en échec. Dans ce jeu, les auspices sont plutôt favorables pour que les Nécrons y parviennent. Le tir de l'arche fantôme est au moins acceptable pour les guerriers, et les guerriers ne se contentent pas de faucher les arches en réponse. La grande unité de destroyer est aussi un casse-tête pour les tyrannides, car les relances complètes sur ces unités sont parfaites pour une grande partie de ce que les tyrannides ont dans leur bagage.
Les harpies sont au moins correctes ici. Les Nécrons peuvent certainement les tuer, mais ils attireront beaucoup de puissance de feu pendant ce temps. Et les bombes sont plutôt bonnes, offrant des options pour mettre la pression sur le roi du silence, épuiser un peu les destroyers, ou simplement lâcher des mines de sport sur un objectif que les Nécrons semblent vouloir prendre. Dans l'ensemble, cependant, les Tyrannides ont beaucoup de mal ici. Leurs options secondaires sont très faibles, même une option psychique pourrait être éliminée par Zarek. Alors que les Nécrons sont plutôt excellents, les machines et les trésors devraient être des verrous. Le code ou le simple fait d'accumuler des points sur nos prisonneurs sont un bon troisième. Et ils n'ont pas vraiment de bonne réponse à la dynamique d'une arche fantôme objectif sécurisé prenant un objectif. Puis si elle est tuée pendant la phase de combat, perdant 20 figurines de contrôle d'objectif, puis si elle est tuée pendant la phase de combat, vous lâchez 20 figurines sur le contrôle d'objectif. Rien dans la mission ne donne de répit aux Tyrannides. Je les classerai plus haut, bien que toujours défavorisés. Je récupérer les reliques ou Tide of Conviction. Et les Nécrons n'ont pas pu être arrêtés. Donc on a eu quand même un 19-1 de joueurs Nécrons contre Jaime. Donc GG à Liam pour sa première place avec des Nécrons et une liste justement qui sort de l'ordinaire. Des listes on en voit beaucoup sur cette chaîne YouTube et c'est la première fois que je vois autant de Ghost Ark. Donc GG à lui. Parce que c'est là, avec les hordes de 150 figurines, l'armée la plus détestable à peindre. Aussi, toutes les bonnes raisons de l'épreuve de force, un mur de véhicules transhumanisés avec des couches d'objectifs sécurisés est quelque chose que beaucoup d'armées ne sont pas prêtes à affronter. Et la mobilité supplémentaire la rend encore meilleure que la plupart des armées pour les secondaires Nécrons déjà phénoménales. Bravo à Liam pour avoir conquis l'un des terrains les plus vides. Donc deuxième place, on a Jaime. Vous connaissez tous le refrain, c'est l'une des meilleures listes du moment et c'est pourquoi elle a remporté la première et la deuxième place lors des deux plus grands événements de ce week-end. Étant donné que les Tyrannides ont subi des nerfs très durs, c'est honnêtement un peu exagéré. Ensuite, on a Matt Morosoli, Drukhari, troisième place. Alors, on a une première patrouille avec Drazar et son trait de seigneur de guerre full reroll touche. On a deux unités de 5 vracs avec, les électrocorrosive whip. On a 2 x 5 grotesques, donc on a un total de 10 grotesques quand même. En Artist of Flesh. Ensuite, on a une deuxième patrouille en Cabale du Cœur Noir avec un archante, l'Ancient Evil, l'Animus Vitae. Une unité de 5 vracs, on a 2 x 5 incubes, 3 raiders en Darklands dont 2 avec les trophées. En volant, on a 2 Void Raven Bombers. Dans la dernière patrouille, on a donc Precise Killer et Test of Skill, avec la Super Succube en Precision Blow, Triptych Whip, l'Adrenalite. En troupe, on retrouve 10 Witch avec l'Adrenalite, une troisième unité de 5 incubes en élite, et enfin en attaque rapide, on a 10 Élions avec les Adrenalites. Vous ne pouvez pas garder une bonne faction extrêmement maléfique. Et Matt le démontre ici en prenant la troisième place avec le Good Stuff Drukhari. La construction est très bien adaptée au terrain du style WTC, avec un mélange d'outils qui permettent d'atteindre des adversaires qui se cachent, les Vodraves, et d'autres qui peuvent se battre très efficacement dans des ruines lourdes, les grotesques et les incubes. Enfin, les Hélions offrent le meilleur des deux mondes, avec la vitesse nécessaire pour atteindre et punir quelque chose quand c'est nécessaire, et le mot-clé d'infanterie nécessaire pour jouer avec le terrain quand ce n'est pas le cas. Il faut bien choisir ses batailles contre des listes comme les Sisters qui peuvent l'égaler sur un jeu d'échange. Mais comme toujours, pour Drukhari, la mobilité aide beaucoup à cela. Félicitations à Matt pour sa troisième place. Et enfin, on va passer au Frenchie vers Castor. Donc en Salamanders, dès la première data slate d'équilibre modifiant le trait de chapitre des Salamanders, je me suis dit, Salamanders, ça risque d'être le meilleur chapitre SM. Il s'avère que durant pas mal de temps, avant que Nassim Fouchan revienne avec ses Iron Hands et augmente les taux de victoire des Iron Hands, les Salamanders traînaient justement avec le meilleur pourcentage de victoire parmi tous les chapitres Space Marine. Puis ensuite, les Iron Hands sont un peu remontés, mais Iron Hands et Salamanders sont vraiment restés dans le top. Donc regardons la liste d'Olivier. Alors, on est donc sur un bataillon. Alors, du coup, je suis content qu'Olivier ne me donne pas tort et me donne plutôt raison. Mais il faut se dire aussi que le joueur fait aussi beaucoup. Bon, on va lui donner les Imperial Fist à jouer, mais quand on combine un chapitre qui est plutôt bon, avec un joueur excellent, et on peut faire des miracles. Donc, un bataillon. En QG, on a un Librarian en Jump Pack. Donc, il a pris Null Zone et Veil of Time. Veil of Time qui est très important à Salamanders pour avoir une reroll charge. Un Fight First, certes, mais surtout une reroll charge. On a donc le Rite of War pour donner super OP. Ensuite, il utilise le stratagème Salamanders pour donner un deuxième trait de seigneur de guerre, mais cette fois-ci Salamanders qui est Never Give Up. Il lui permet en phase de co de buffer une unité base ou personnage, il me semble. Ouais, c'est ça, base ou personnage, en lui donnant objectif sécurisé. Et on verra, il joue des vétérans Vanguard. Donc ça permet potentiellement de donner super OP au Vanguard, enfin objectif sécurisé, de les envoyer dans la tronche de notre adversaire, lui casser la gueule et prendre un objectif.
Une mécanique en Salamanders qui est vraiment excellente. Et il lui a mis l'armure d'Indomitus pour avoir une sauvegarde à 2+, plus un point de vie, et une fois par partie, une invulnérable à 3+. Ensuite, en deuxième QG, on a le Vulcanestan. Donc lui, en phase de co, il permet de buffer une unité et de donner une full reroll touche et bless si vous utilisez des armes à melta, donc à fusion, enfin les fuseurs quoi, ou des armes à flamme. Donc quand on commence avec des multifuseurs, avoir full reroll touche bless, ou même juste avec des lance-flammes, une full reroll bless, alors vous avez plus un pour blesser en doctrine tactique, c'est la super doctrine des Salamanders. Ça commence à faire une belle saturation quand même. Hein. En troupe, on a donc une unité d'intercesseur d'assaut, 2 unités d'incursor. En élite, on retrouve 2 unités de 10 Vanguard Veterans. Donc en fait, ils sont tous, sauf 2, en griffe éclair épée tronçonneuse. On a le sergent plus un autre Vanguard qui est en épée tronçonneuse marteau tonnerre. Ça permet aussi d'apporter des dégâts flat 3. Sachant qu'en plus, les Salamanders sont un stratagème qui leur donne plus 1 en force, et quand ils vont faire des 6 pour blesser, ils vont doubler les dégâts. C'est-à-dire que potentiellement, les marteaux tonnerres, s'il arrive à avoir 1 ou 2 6, on est sur du dégât flat 6. Ensuite, en élite, on a une unité de 6 agresseurs, donc bien sûr tous en Flamestorm, et une unité de 3, et enfin en élite, on a l'apothicaire, qu'on a upgrade en chef apothicaire, et on lui a mis le Selfless Healer, donc pour pouvoir ressusciter une figurine pour 0 point de com. Donc on n'a pas de Vox et Spiritum sur l'apothicaire qui permet d'avoir la Feel No Pain 6+, sur 6 pouces au lieu de 3 pouces. Donc je pense qu'il n'en a pas besoin parce qu'il doit jouer très collé serré avec les agresseurs et l'apothicaire. Ensuite en attaque rapide, on a 2 Land Speeder en multi-melta, donc ça c'est pareil, hein, en Salamander c'est excellent. Le trait de chapitre Salamanders, vous avez le droit à une... donc c'est maître artisan, vous avez le droit à une relance de touche. Donc ce qui fait que pour chaque Land Speeder, vous allez lancer 2 dés, vous allez faire entre 3 et 4+, en fonction des malus bonus que vous avez pour toucher, et vous allez pouvoir relancer un dé si vous avez raté une touche. Donc ça fiabilise beaucoup la touche. Puis derrière, vu que c'est une arme à melta, à partir du T2, bah, vous allez avoir un +1 pour blesser. Donc quand on commence avec des multifuseurs, avoir des +1 pour blesser quand on est force 8, on va plus souvent blesser à 2+, qu'à 3+. Et enfin, on a un pack de 6 agresseurs, il les a mis en melta lourd, donc ça c'est l'arme à dégâts D6+2 natif, et à mi-portée on est en dégâts D6+4. Bien sûr il a mis les 2 multi-melta. Vu qu'ils peuvent être en escouade de ce combat, je sais pas s'il a tendance à les split en 2 unités de 3 ou s'il garde son gros pack de 6. L'avantage des avantages potentiellement de garder un gros pack de 6, c'est que des moments vous allez peut-être avoir besoin de split vos tirs, sauf que les éradicateurs, pour pouvoir double tir, vous n'avez pas le droit de split vos tirs. Donc c'est pour ça que potentiellement, c'est pas interdit de split l'unité de 6 en 2x3. Dans le pire des cas, si vous voulez target qu'une seule et même unité, bah vous pouvez toujours le faire en double tir. Mais ça fait que le buff de Vulcanestan, vous le mettez pas sur le pack de 6, vu que vous les avez split en 2x3, donc il n'y aura qu'un pack de 3 qui pourra en bénéficier. Donc voilà, je pense que c'est bien de prendre une grosse unité de 6, et comme ça vous allez pouvoir vous adapter face à votre adversaire en fonction du nombre de cibles dont vous aurez besoin de prendre avec vos éradicateurs. Donc c'est une liste que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, surtout l'apport des Vanguard vétérans dans les Salamanders, parce qu'au final ils ont quand même de très bons outils. Hein. Ils ont un outil, c'est déjà pour un PC, que ce soit au tir qu'au corps à corps, vous avez un +1 pour blesser. Vous avez un stratagème qui vous donne +1 en force sur l'unité, et quand vous allez faire des 6 pour blesser, vous allez doubler vos dégâts. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Surtout le petit +1 en force, quand on a des griffes éclairs, qu'on est force 4, des fois le palier de force 5 est intéressant. Par exemple, notamment contre les guerriers tyrannines, passer force 5, on blesse à 4+, on blesse plus à 5+. Donc si derrière vous rajoutez un +1 pour blesser, parce que votre adversaire joue pas le Léviathan, sinon vous êtes bloqué sur la transhumane. Non, c'est très, enfin vraiment les Vanguards, c'est un très bon apport. Pouvoir intégrer des marteaux tonnerres dans l'unité, c'est aussi très intéressant, parce que ça vous donne de la polyvalence. Et comme je vous disais, avec le dégât x2 quand vous faites des 6 pour blesser, les attaques de marteau tonnerre qui passent dégâts 6, ça fait pas trop déconner grand chose. Hein. Quoi d'autre? On a aussi, bon là ce sera plus intéressant je pense avec les agresseurs qu'avec les Vanguard, mais c'est pas impossible de le faire avec les Vanguard. Il y a un stratagème qui coûte 2 PC, de mémoire c'est Born Protector. Vous avez le droit d'Overwatch, qui en fait si vous avez une unité amie qui se fait charger à 6 pouces, par exemple je sais pas de l'escouade de 6 agresseurs, vous pouvez Overwatch. Et une fois qu'il aura fini son mouvement de charge, vous allez pouvoir faire une intervention de 2d6. Bon, là, vous êtes un peu soumis à l'aléatoire. Hein. Si vous faites un double 1, tant pis pour vous. Mais très intéressant.
très intéressant. Ça donne justement la mobilité dont on a besoin sur les agresseurs, parce que mine de rien, c'est des gros culs qui bougent que de 5. Voilou, voilou. Et bon, bien sûr, hein, les salamanders sont un stratagème pour passer leur lance-flamme. Plutôt que d'être assaut des 6, devenir pistolet des 6, comme ça vous pouvez même tirer au corps à corps. Enfin bref. En tout cas, ça demande une grosse gestion des points de commandement. Parce que Born Protector, c'est 2 PC, les autres coûtent 1 PC aussi. Enfin bref, il y a de choses. Allez, en parlant de listes qui peuvent se bagarrer comme des champions sur des terrains lourds, nous avons le retour de tout un tas de jouets classiques de Salamanders ici. L'application du principe ne jamais abandonner au Vanvet, donc c'est le Never Give Up, leur permet d'attaquer et d'intimider leur adversaire en dehors des objectifs. Les agresseurs à flammes sont à la fois très puissants avec la super doctrine et un gros casse-tête avec les protecteurs nés, donc Born Protector, et les éradicateurs peuvent se placer sur un objectif, annihiler toute cible lourde qui ose émerger et accumuler de gros points grâce au credo prométhéen tout en étant pratiquement immunisés contre les attaques à dégâts 1, si vous leur injectez suffisamment de stratagèmes. Les éradicateurs peuvent se placer sur un objectif, annihiler toute cible lourde qui ose émerger et accumuler de gros points grâce au credo prométhéen tout en étant pratiquement immunisés contre les attaques à dégâts 1 si vous leur injectez suffisamment de stratagèmes. Alors oui, vous avez déjà, vu que vous êtes Gravis contre les dégâts 1, vous avez un stratagème qui vous donne +1 à la sauvegarde pour un PC, et vous en avez un autre qui est identique en gros en Salamander. Si vous subissez des dégâts 1, pour un PC, vous avez encore +1 à la sauvegarde. Donc vraiment, combiné à l'Armor of Content, le couvert léger, assez difficile à déloger des Gravis. Et du coup, c'est un bon contre au Hail of Doom, quelque part, du Craftworld. Parce que du coup, vous êtes, allez, avec les Dire Avengers, vous êtes PA-4, donc PA-3. Vous pouvez cumuler pour 2 PC plus 2 à la sauvegarde, donc du coup, vous êtes PA-1. Couvert léger, vous enlevez encore 1 à la PA. Donc vous êtes sur une sauvegarde à 3+. Derrière, vous êtes en 3+, Feel No Pain 6+. Ouais, ça tank, hein. C'est génial de voir les champions de l'humanité avoir un réel impact, et je ne serais pas surpris de voir cette liste déclencher une légère tendance. Surtout si les listes avec 40 dépeceurs deviennent populaires. Du bon travail de la part d'Olivier. Et bravo Olivier. Même pas s'il regardera la vidéo, mais en tout cas, chapeau bas. Le reste du BS, donc on a Liam en Arlequin, Liam VSL, donc qui est un joueur belge, de mémoire. Donc beaucoup de troupes et de bateaux, donc bon, ici il a 2 petites unités de Skyweaver quand même, pour le côté harcèlement. Ensuite, en 6ème place, on a Sam Procopio en Blood Angel, avec beaucoup de Sanguinary Guard, une unité de Death Guard, enfin de Death Company, pas de Death Guard. Et quelques éliminateurs et scouts dans des speeders. En 7ème place, on a Ian Reisenauer, je dirais. Craftworld en Ultway Good Stuff. Pas souvent qu'on voit de l'Ultway. Ultway Good Stuff spam les Shroud Runners, amenant Azurmen et Baharot, diverses petites unités de guerriers aspect et une grosse escouade de Hawk. Beaucoup de tirs à haute cadence, une grande mobilité et la puissance psychique d'Eldrad et d'un Farseer à la barre donnent à cette liste beaucoup d'angles. Et elle joue les objectifs de Craftworld assez bien. En 8ème place, nous avons William Furyman en Imperial Knight, donc il joue en Taranis avec un Paladin plus Sept et un Crusader et une team de Armiger. En 9ème place, nous avons Rude Steenbaker en Arlequin, Lightside As avec Troopmaster, Shadowseer, des bateaux et des troupes.